Thank you. So just kind of a first question to get things going. What, for you, Lee, was the most challenging thing to animate in this particular movie? Ma question pour Lee, c'est quelle était la chose la plus difficile, la plus challenging à animer dans ce film Coco? The most challenging thing to animate were the skeletons, definitely. We had never done anything like that at the studio, and we wanted to make them as entertaining as possible, while at the same time making sure that the audience saw them as characters with souls. We of course weren't trying to frighten anyone with our skeletons. We wanted them to be appealing. So we spent a lot of time early on figuring out how to design them so that they were appealing, and then spent a lot of time with the animators figuring out their physicality in a way that would be unique to Coco and different than any animated skeletons that had been done before. Donc en fait pour nous c'était surtout les squelettes parce qu'on n'avait jamais fait ce genre d'animation avant et on voulait vraiment que ces squelettes soient sympathiques, attachants, des vrais personnages, pas ceux qui font peur. Et donc on a passé beaucoup de temps, pas seulement nous à la recherche, mais aussi avec les équipes d'animation afin de les donner une vraie physicalité, si vous voulez, pour qu'on les montre d'une manière tellement unique qu'on n'a jamais vu auparavant. Quelqu'un a une question ici? Oui? Yeah. Hi. So it's the first Pixar movie with that many songs in it. So it's almost from time to time a musical. Mm-hmm. Was it the idea from the beginning, and how did you work with that, and how is it different compared to a non-musical movie? Et en français, si vous voulez. Et du coup, j'ai juste demandé comment est-ce qu'il a travaillé sur la musique et en quoi c'était différent par rapport à un film non musical. Maybe Darla, you want to speak? Sure. It didn't start off with us thinking about it being any kind of musical. We don't think of it as a musical, but rather a film with a lot of music in it. I think it really started when we started going down to Mexico and doing all of our research and experiencing all of the beautiful and many very different kinds of music that Mexico has to offer. And we just got very inspired by that. Lee and the team got very inspired by all of that. Is that? Yeah. And from the beginning, I looked to the Coen brothers film, Oh Brother, Where Art Thou, as a model of how to make a film that has music in its DNA, that's really, you know, soaked in music, and very specific music, but not being a breakout into song musical. So we knew we had a story that was about performers and about a boy who was aspiring to be a performer himself, and so we had a lot of opportunities to have performance of music in the movie. Voilà, donc Darla disait, en fait, ça n'a pas du tout commencé comme ça, si vous voulez. En fait, pour eux, c'était jamais une musicale, une comédie musicale, si vous voulez, c'était juste un film avec les chansons. Et ça a commencé quand ils sont allés au Mexique, en fait, parce qu'ils ont tellement aimé la musique et toutes différentes sortes de musique qu'ils ont entendues au Mexique, ils ont dit, c'est ça qui nous a inspirés. Et puis il ajoute, on a pensé beaucoup aux frères Coen, vous savez, le film Oh Brother. Et dans ce film, en fait, c'était un peu le modèle pour Coco, parce que c'est un film où la musique fait partie de l'ADN du film, sans être pour ça une musicale ou une comédie musicale. Donc, comme l'histoire parlait des chanteurs, c'était une évidence qu'à un moment ou autre, ils allaient chanter sans qu'ils commencent à chanter comme dans un West Side Story ou une autre comédie musicale. Yes. À partir du moment où vous avez choisi que ce soit un musical, est-ce que la chanson Remember Me, qui est centre du film, est venue tout de suite, et est-ce que les frères Lopez, les époux Lopez ont été engagés en fait tout de suite dans le projet? Okay, so once you made this decision about it becoming musical, if not a musical, but a musical film, tell us about the song Remember Me, which is so central to the movie. Did you choose right away to reach out to the Lopez's to have them work on it? Was that right from the beginning? Yeah, that was very early on. As we were working out the beginnings of the story that would become Coco, from very early we had the notion of there being a song that could be sung different ways throughout the course of the story and could have different meanings depending on who was singing it and when it was being sung. And so we approached Bobby and Kristen. I had been friends with them for a long time. We were big fans of their work, and I had always wanted to work with them. So I approached them with that challenge to write a song that would initially be heard as a big, over-the-top production number, but then could be sung later in the film as a very quiet lullaby, almost.
And that was all I gave them. I didn't have a title for the song or anything, and they went away and came back with this beautiful song. That even though the movie changed quite a bit in the course of developing the story, that song remained the same, and it always served the same purpose in the story. We always had the ending that the movie has. We always knew we were kind of steering towards that. So the song is vital. It's part of the emotional bedrock of the movie. And somehow, we've heard this song so many times, and we've been, Adrian and Lee and I have been, the co-director Adrian and Lena, and I've been saying, we don't understand the talent of Bobby and Kristen, that we still really enjoy listening to this song. Okay. Donc Lee, il disait en fait, l'idée pour cette chanson est venue très très tôt, et on avait cette idée qu'on voulait avoir une chanson qui était chantée de manière différente au fur et à mesure du film. Et donc on a appelé Bobby et Kristen, les Lopez, parce qu'on était fans depuis longtemps, ils étaient copains depuis très longtemps, et donc Lee les a appelés avec un challenge. Il a dit, allez-y, faites-nous cette chanson qui pourrait être chantée d'une manière très exubérante, comme au début du film, et puis plus tard, tout doux comme une chanson pour un bébé. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas de titre ni rien. Il a dit juste, vas-y, c'est votre challenge. Donc, ils sont revenus avec cette chanson. Et au fur et à mesure du procès du film, l'histoire n'a pas mal changé, les choses n'ont pas mal changé. Mais cette chanson était là dès le début. Et ils savaient qu'ils allaient vers cette même fin, même si le film a changé un peu. Ils ont allé vers la même fin avec justement cette chanson. Et Darla, elle ajoute qu'en discutant avec l'autre réalisateur, Adrienne, ils disent souvent entre eux, on ne comprend pas comment cette chanson peut être tellement jolie qu'on l'aime toujours autant après tout ce temps qu'on l'a entendue. Ah oui? Oui, bonjour. Pixar est plutôt réputé pour ses films avec une narration assez simple, mais avec des thématiques assez complexes derrière. Et je voulais savoir si, au-delà du message de la transmission qu'il y a dans le film, de la quête de ses rêves, et tout ce qu'on fait pour y arriver, il y a cette thématique pas facile à aborder qui est la mort. Et je voulais savoir si il y avait dans le film, en termes de récit, il y avait des moments qui étaient beaucoup plus intenses pour Miguel, ou alors est-ce que vous avez complètement épuré pour le rendu final? Dans l'histoire? Oui, dans l'histoire. Okay. He's saying, you know, Pixar movies are often known for having sort of a simple storyline but very complex themes behind it, and that's the case here as well. Obviously, you have a little boy with this quest for stardom and dreaming and everything, but also death is very present here, which is not an easy subject. And his question is, when it came to the storyline for Miguel, was it more intense at the beginning? Maybe things you had to cut out because they were too hard, too death-like, perhaps? Not in this storyline. I mean, this was the storyline that we were always pursuing, and we knew death was going to be part of the story because it's Dia de los Muertos, it's the Day of the Dead. Our story necessitates a discussion of death on some level, but the story was never about death, or this story was never about death. We actually had a whole different version of a story that we, let me know if you need to jump in at any point. We had an early version of the story. It was my first attempt to tell a story against Dia de Muertos that was about a boy dealing with grief and learning to say goodbye. And it was still, that sounds heavy, and it was in some regards, but it was also an entertaining film. But those were the themes that we were exploring. And I realized at a certain point that thematically was antithetical. It was the opposite of what Dia de Muertos is about, which is about never forgetting and this obligation to always remember. So I realized that I was coming at it from a very American, Western kind of perspective on death. And so at that point we started over completely and started telling a story that was more about a Mexican family and about, you know, more about family and about remembering. Voilà, donc non, ils n'ont pas trop, avec cette histoire, changé d'histoire. En fait, ils savaient bien sûr que la mort allait toujours faire partie parce que ça parle de la Dia de los Muertos et tout ça. Donc il fallait parler de la mort, c'est évident. Mais pour lui, cette histoire ne parlait pas de la mort. En fait, ils ont fait une autre version avant, ils nous racontaient, en disant, ils ont essayé de parler d'un petit garçon qui avait perdu quelqu'un et qui a fait son deuil. Et en fait, toute l'histoire tournait autour du fait de comment dire au revoir à quelqu'un quand il meurt et tout ça.
Donc c'était un peu lourd, bon quand même c'était sympa, mais c'était un peu lourd. Et en fait, Lee dit qu'il s'est rendu compte qu'en fait l'histoire, le Dia de los Muertos, est en fait le contraire de tout ça. C'est sur le fait de ne jamais oublier, c'est pas forcément sur le deuil et tout ça. Donc il a dit que l'autre histoire c'était vraiment très américain, il regardait ça un peu d'une manière de la culture de l'Ouest, alors qu'il voulait faire un truc beaucoup plus sur la famille, beaucoup plus mexicain, entre guillemets, qui parle plutôt du fait de jamais oublier, qui n'est pas exactement la même chose. Ah, oui. Bonjour. En quoi vous pouvez différencier et comparer en opposition le monde des ancêtres et le monde des vivants, et lequel des deux mondes est votre préféré? Okay. How would you compare the lands of the living and the lands of the dead, and which is your favorite of the two? Well, when we were designing the land of the living, well, it was inspired by a lot of the small towns that we had visited down in Mexico. And it's beautiful and rich and very detailed, but it's very horizontal. And so that when we go into the land of the dead and you go and first see it, it's this explosion of vertical gorgeousness and color, and we wanted that to feel full of life and like a big party. I mean, do you want to? Yeah, no, I mean, it was all about contrast for us. We Yeah. wanted to kind of, the land of the living is very limited in its color palette. We still wanted to embrace the beauty of how Dia de Muertos is celebrated, but we mostly limited it to orange, to the color of the marigold flowers and candle flames. I mean, that was all meant to signify warmth and family. But we stayed away from a lot of colors so that when we went to the land of the dead for the first time, we could, yeah, just have that explosion of new color, like Dorothy going into Oz for the first time. What is our favorite between the two? I don't know. I mean, I've been to the real places that Santa Cecilia was inspired by, so I've done that, but I haven't been to the land of the dead. It'll be fun to visit under the right circumstances. Okay. I'll say the Marigold Bridge. Yeah. So, Darla nous dit, en fait, pour faire le monde des vivants, ils ont visité pas mal des petits villages au Mexique. Et en fait, ils étaient très très belles, mais ils voulaient, quand ils ont fait ça à l'écran, ils voulaient faire ça d'une manière très horizontale, en fait, comme ça, pour que quand on va dans le pays des ancêtres, on voit tout est vertical, très coloré. En fait, ça explose, plein de vie. Et puis, Lee il ajoute en disant, on voulait vraiment jouer sur cette notion de contraste. C'est-à-dire que quand on est dans le pays des vivants, les couleurs sont assez limitées. Il y a beaucoup d'orange. Par exemple, on voit les flammes pour les bougies. Ou on voit, par exemple, les soucis qui sont là, les pétales des soucis. Pour que quand on va vers le pays des ancêtres, en fait, le monde des ancêtres, là on trouve toutes les autres couleurs. C'est un peu comme Dorothée dans La Musicienne d'Oz qui entre dans ce pays en fait plein de couleurs. Et puis ensuite il dit son préféré, bon il dit il est allé dans le vrai Santa Cecilia au Mexique. C'est très très beau, donc il a déjà visité. Et bon pour l'instant il n'a pas encore visité l'autre, donc il ne peut pas dire si c'est son préféré ou pas. Un jour peut-être, dans les bonnes circonstances, il dit, il veut bien y aller. Et Darla nous dit qu'elle préférait le Pont des Soucis, c'était sa partie préférée. Oui. Pourquoi avoir choisi ce type de film que Mama Coco a une place importante dans l'histoire, mais reste très minoritaire en apparition dans le film? Donc pourquoi avoir choisi ce titre? Ouais. Okay. So why the title of Coco when the character of Coco actually has a small role in many ways? She has a small role, but it's ultimately very important and very central to the story. I liked the title because it was kind of enigmatic. You know, people wouldn't know what the movie was about from the title, and even when they do learn that Coco is Miguel's great-grandmother, she seems to only play a small role in the story, but hopefully after people have seen the whole story they understand how central she was to everything that happens in the story, and seems to me a fitting title for the film. Voilà, donc c'est vrai, c'est un petit rôle, mais c'est quand même très central. Et Lee disait qu'il aimait bien ces côtés un peu énigmes, en quelque sorte, pour que les gens, quand ils entendent Coco, ils vont pas savoir en fait ce que ça veut dire vraiment et ce que ça raconte. Et puis après, bien sûr, en regardant le film, on apprend qu'elle est la arrière-grand-mère de Miguel, et on sait que c'est un petit rôle, mais quand même, à la fin du film, on sort en disant « Ah oui, elle est quand même la clé à tout ce qu'il y a ici ».
Bonjour, alors Monstres et compagnie ou Toy Story 3 comme Coco sont des films qui ont usé beaucoup de mouchoirs. Et d'une manière générale, les films Pixar sont quand même des films qui sont très émouvants, qui font monter les larmes assez facilement. Comment est-ce que vous arrivez, comment est-ce que vous travaillez cette émotion, comment vous arrivez à doser l'émotion aussi bien sur vous, Lee, sur les films que vous avez réalisés ou même d'une manière générale chez Pixar? Okay. So you're saying that a lot of Pixar movies, you know, Toy Story, Monsters, Inc., Coco, they're very emotional. What's the art form of creating that emotion, dosing it just the right way to create that feeling from the viewers? How do you do it? Nice shirt. Yeah, voilà, il aime bien le t-shirt. I don't know that we know. Ouais, je pense pas que nous on sait. Other than, you know, we try to tell stories that the audience can connect with and have characters that they empathize with. And I think when you have the perfect combination of, you know, characters that the audience likes and then combine that with ideas that are deeper than just the story, that tap into kind of just our human condition and things that we all think about and can relate to, I think that provides the ingredients to then maybe, if you're lucky, have the audience connect on such a level that they cry, you know, that they feel strong emotion. And I think you also have to give room for it. I mean, the scene that people tend to get emotional at in this film is a very slow scene. And because it's not rushed, because people have time to sink into it and to really let the feelings wash over them, I think that provides a great kind of breeding ground for strong emotion like that. In the case of Coco, we always knew that the movie was going to end with that scene. Even in our very first pass of putting the movie up, in the first screenplay we had that scene, and it didn't change very much. Because even at the first screening, even though so much of the movie wasn't working yet, and we had to figure it out still, people still cried at the end. So it just told us that we had our ending, and it was just a matter of how best to paint to it, so that hopefully everyone could feel those feelings. Okay. Voilà. En fait, Lee nous dit, on ne sait pas vraiment comment le faire, c'est beaucoup de chance. En fait, on essaie juste de raconter des histoires et en fait, de trouver ce bon mélange entre les bons caractères, des bons personnages que les gens adorent et ces idées un peu universelles qui touchent profondément tous les êtres humains. Et si on peut trouver ces deux parties, là on a la recette, mais il faut quand même beaucoup de chance aussi pour justement que les gens pleurent comme ça parfois à la fin d'un film. Et là, par exemple, il faut aussi, Lee dit, il faut donner de la place aux scènes. Il faut laisser respirer si vous voulez. Et il dit la scène dont la plupart des gens vers la fin commencent à pleurer. Ils disent qu'en fait, c'est une scène qui passe assez doucement, qui est très lente, donc on laisse la place pour que l'émotion peut venir justement à ce moment-là. Et en fait, il dit bien, il y a plusieurs, en fait, moi, quand ils ont montré d'autres versions, même année, d'autres versions du film, avant que le film était finalisé au jour d'aujourd'hui, ils avaient quand même cette scène finale et les gens pleuraient. Et encore, même si le reste du film n'était pas vraiment ça, il fallait beaucoup changer, ils savaient qu'ils allaient vers cette scène finale parce que ça évoquait tellement d'émotions, même tout au début. Dernière question. This is the second direct collaboration under Disney Pixar after Toy Story 3. It's been 7 years. Why so long? Pourquoi autant de temps depuis Toy Story 3? Well, it's been so long because it took so long to make the movie. Parce qu'il fallait beaucoup de temps pour faire ce film, justement. We spent 6 years making Coco. Yeah, I first pitched it in September 2011. So it's just been between all the research that we had to do and the story process, right, which can take a long time. Yeah. And the world building. It's a big scope of the film. This is a big movie to get on the screen. We did design and build the Land of the Dead and figure out how to do the skeletons. And it just was a lot of work. And we always knew we wanted to bring the movie out now, this time of year. And so I guess I wish it, part of me wishes it was shorter, but I don't know. I mean, it's the journey. We're used to these films taking longer. Animated films take a long time to make. It felt like a long time, I guess, but in other ways it didn't. I mean, we were always busy the whole time through making it. When you're in the middle of making
these films, and you know how much you have to get done and get the story lined up just so. It never, you think, oh my gosh, I only have 3.5 more years left to get this all done, or whatever it is. And it doesn't feel like a long time, somehow. I don't know how, but it doesn't. Okay. Donc en fait, Lee disait, en fait, oui, il fallait 6 ans depuis le moment quand il a présenté l'histoire pour la première fois en septembre 2011 jusqu'à aujourd'hui. Et tout est long, en fait, la recherche est longue, trouver la bonne histoire est long, c'est un grand film à niveau design. Et il fallait trouver la bonne façon d'animer le monde des ancêtres, les squelettes et tout ça. Et en fait, il savait aussi qu'il voulait bien que le film sorte au moment de Noël. C'était très important pour lui d'être à ce moment de l'année. Et donc, c'est pour ça aussi, il fallait que ça va bien avec le calendrier. Et puis, quand on fait le film, en fait, on sait en tant qu'animateur que tout est long en animation. Donc, c'est vrai que c'était long, mais à la fois, ça passait très, très vite pour nous, parce qu'on était occupés tout le temps. Et Darla a dit, oui, parfois, on est en plein milieu et on dit, oh zut, il me reste que 3 ans et demi pour finir le film. Et ça ne semble rien du tout, mais en fait, c'est encore 3 ans et demi. Voilà. Excusez-moi, j'ai une dernière question vraiment sur la suite par rapport à Pixar. Je voulais savoir, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir déjà les premières images des Indestructibles 2 et de Toy Story 4? Oh no, do we have time? Super quick question, have you seen any pictures of Toy Story 4 or The Incredibles, the new Incredibles? Yes. No, Brad Bird. say oui. Oui. And? Ou petit. And What can you say? what can I tell you? I can tell you they're both being made. Voilà, je peux And, vous dire qu'on les fabrique. Yeah, everyone, I mean, the studio, everyone at the studio is working very hard on both movies right now. And very talented teams. Yeah, I think we have a teaser coming out for Incredibles 2 soon. So Yeah. you'll be seeing that. The news. Yeah. Voilà. Donc il y a des équipes avec beaucoup de talent qui travaillent très très dur. Il y a même un teaser sur les Indestructibles qui va pas tarder à arriver. Merci à vous. Thank you so much.